Bonjour les gars et les gossures. Aujourd'hui, je nous ramène à un endroit où vous avez eu la chance de faire la connaissance du docteur Moubeke. Cette fois-ci, on va carrément filmer dans la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Et oui, on est bien à la Fondation Afrique Avenir à Bonabéry. Ceux intéressés à venir visiter, vous allez voir le numéro en bas. N'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à faire un tour de ce côté-ci. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème assez qui va faire pleurer certains. Un peu trop souvent, beaucoup se plaignent et disent oui, mais vos affaires de se connaître, connaître l'histoire, connaître qui on est, en quoi est-ce que ça aide économiquement? Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question. J'ai bien sûr le docteur Moubeke avec moi, mais en plus, on a une autre surprise avec nous. Donc c'est ce qu'on appelle un coup double. Coup double, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour, docteur Moubeke. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. On a en plus une invitée spéciale. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Marie-Joseph Ekobena. Je suis à la Fondation Afrique Avenir en charge du département de la recherche scientifique et également au conseil d'administration de la Fondation Afrique Avenir International. Je suis ravie d'être avec vous et de mon frère d'armes depuis 2010. Ouais. Voilà. Donc, 13 ans quand même. Hein? Je vous en dirai plus après. Voilà. Super. Déjà, merci beaucoup pour votre temps. C'est très, très apprécié de l'accorder à la communauté, d'éduquer. Aujourd'hui, nous allons aborder d'un thème assez intéressant qui est comment sortir des griffes de l'Occident. Oui. Je pense que c'est une question que tous les deux vous recevez très souvent au quotidien. Ça. Et bon, je vais laisser le docteur Moubeke parler. Puis ensuite, on va donner la main à Mademoiselle Ekobena. Ok, disons que ce qu'on appelle griffe de l'Occident, c'est la pensée eurocentrique. C'est-à-dire, depuis notre rencontre avec l'Occident, nous nous sommes décentrés de notre propre perspective, de notre propre paradigme. Nous sommes entrés dans la pensée eurocentrique. Et cette pensée eurocentrique qui est fondée sur la séparation du corps et de l'âme, sur le dualisme, n'est-ce pas, nous a nié notre appartenance à l'humanité. Pourquoi? Parce que nous sommes dépourvus de l'âme, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui sont plus animés par le corps et que notre dimension âme est très bas ou alors inexistante. Ce postulat de raisonnement fait qu'on nous a nié l'humanité, c'est ce qui a d'ailleurs justifié notre asservissement comme esclaves. Et au sortir du système de la plantation, le monde n'a pas beaucoup évolué. Parce que même dans la doxa dominante aujourd'hui, on continue dans cette négation de notre humanité. Et il faut donc que pour mettre fin le plus rapidement possible à notre humanité, il faut qu'on adhère à la pensée eurocentrique parce que la raison est née en Europe, selon la philosophie dite des Lumières. Cette doxa donc, qui est une doxa dominante, se revendique être universelle. C'est-à-dire, pour nous, Africains, notre devenir consiste à abandonner ce que nous sommes pour adhérer à la pensée européenne qui devient dès lors une pensée universelle. Mais nous savons que cela n'est pas vrai, c'est le postulat posé pour rendre les peuples autrefois colonisés dépendants de l'Occident. Et comme cela n'est pas vrai, aujourd'hui il est donc question de sortir de cette logique de l'universalisme et de faire de la pensée européenne une pensée provinciale. C'est-à-dire l'Europe est une province, l'Europe c'est pas le monde. Et redevenir notre propre centre. Nous devons décentrer l'Europe et redevenir notre propre centre. Et cela à travers la réarticulation à la fois de nos imaginaires, de nos utopies, nos systèmes de croyances, notre spiritualité, d'une part, et de d'autre part, l'investigation des champs de connaissances purement africains, c'est-à-dire remettre la réalité africaine au cœur des curricula à travers des institutions adaptées à cet effet. Je pense que c'est ça la démarche, si je puis me permettre. Okay. Justement, ce deuxième pan-là qui est très intéressant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'éducation? Oui, sur l'éducation. Vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que nous autres Africains, on nous éduquait sur le prisme de l'exode, de l'exil, de l'arrachement. C'est-à-dire, il faut sortir de notre africanité, qui est inhumaine, hein? Pour entrer dans l'humanité, c'est la connaissance européenne qui nous fait entrer dans la pleine humanité. Maintenant, donc, que nous savons que ça a été professé pour nous rendre dépendants ad vitam aeternam vis-à-vis de l'Europe
pas par méchanceté, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une profondeur stratégique, ils ont besoin de cet ailleurs, cette Afrique-là pour puiser des ressources. Il faut donc disqualifier nos systèmes de référence. Nous devons donc nous interroger sur de nouvelles perspectives, notamment en remettant notre réalité, en objectivant notre réalité, en le remettant au cœur des études. Donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire en tant qu'Africains. Nous sommes des hommes comme il faut, nous n'avons pas à abandonner notre africanité pour devenir des hommes, puisque nous sommes déjà des hommes. Nous avons juste à articuler la connaissance sous notre perspective, sous notre angle. Mais justement, ça se fait comment? De manière simple, ça veut dire, nous devons d'abord arrêter de recopier le paradigme des autres. C'est-à-dire nous devons produire, partant de nos langues, partant de notre histoire, partant des acquis de 300 000 ans de notre civilisation, exhumer la connaissance, notre héritage, de manière simple. Et ça devait être l'objet des études dans nos écoles. C'est-à-dire qu'on ne devait pas reproduire, le mimétisme du paradigme. Mais justement, en parlant d'école, on sait qu'on n'a pas le libre choix de faire ce qu'on veut dans nos écoles africaines. On est toujours sous le joug colonial français, disons-le comme ça. Oui. Quelles seraient donc les alternatives? Disons que l'alternative consiste à ce que les institutions privées qui ont une certaine marge de liberté puissent élaborer des programmes atypiques, n'est-ce pas, pour aborder ce champ d'investigation, notamment le curricula officiel en fait. Alors, ce que j'aimerais ajouter ici, c'est que le docteur Moubeke et moi-même avons fait partie justement d'un de ces curriculums complètement inédits, c'est-à-dire que c'était basé sur un système qui s'appelait Heritage and Innovation. Il s'agissait ici de savoir comment est-ce que dans chaque domaine scientifique dans lequel vous vous inscrivez, vous prenez d'abord l'héritage scientifique africain. Et à partir de cet héritage scientifique africain, vous allez donc traduire cela dans des solutions concrètes et innovantes dans votre domaine aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'objet de nos thèses de doctorat. On a commencé Heritage and Innovation justement avec les thèses de doctorat parce que l'idée de ce programme de la Fondation Afrique Avenir International en partenariat avec la Gerda Henkel Stiftung, qui est une fondation allemande, c'était de se dire il faut former ceux qui viendront former les autres plus tard. L'idée c'est quoi? C'est que les enseignants qui transmettent les égrégores étrangers ont eux-mêmes été à cette école. On ne peut pas leur reprocher de transférer ce qu'ils ont reçu. Pour pouvoir transmettre autre chose, il faut déjà d'abord recadrer justement les formations. Et c'est donc l'objectif que dont nous avons pu bénéficier, mais aujourd'hui, dont nous sommes aussi les précurseurs. C'est-à-dire que nous avons par exemple ce programme-ci, qui est l'IURA, l'Institut universitaire de la Renaissance africaine, qui cette année s'ouvre également au master. C'est-à-dire qu'il s'agira, selon justement les différents cursus, on a 4 grandes écoles. Les 4 grandes écoles, ça c'est un exemple concret que je vous donne, parce que beaucoup diront, voilà, on parle plein de théories, on parle beaucoup aux universitaires, mais non, c'est très concret. On a cette dimension où, par exemple, la première grande école est consacrée aux sciences juridiques, politique, mais également au leadership et au management dans les affaires africaines. C'est-à-dire que sortiront de ces écoles-là des leaders qui seront dans un principe d'ancrage territorial. Comment est-ce que vous voulez diriger une grande entreprise à Douala en vous basant justement sur les référentiels internationaux qui n'ont pas été conçus une seule minute pour la ville de Douala? Comment est-ce que vous voulez diriger, par exemple, une société forestière à l'Est quand vous ne savez pas quels sont les impacts immédiats que vous allez avoir sur les populations riveraines? Ça, ce sont des problèmes concrets que nous rencontrons aujourd'hui, tous les jours. Et justement, c'est à partir de cela que nous avons conçu ce programme-là, parce qu'il fallait justement résoudre le premier problème, qui est l'utilisation de l'héritage scientifique africain, qui a été mis de côté pendant longtemps dans les formations académiques et scolaires. Voilà, il y a ce problème. Mais maintenant également la dimension stratégique. Parce que tout ce qui est formation dit aussi un impact réel dans la vie de tous les jours. Si je suis formé pour être un économiste, comment est-ce que je peux penser l'économie du Cameroun si mon référentiel, c'est celui de la France? La consommation n'est pas la même, les habitudes ne sont pas les mêmes, le contexte logistique n'est pas le même. Donc vous voyez qu'il y a énormément de transpositions à faire. Et c'est justement à ce problème que nous avons réfléchi, et avec une équipe de recherche internationale, parce qu'il faut préciser que nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de cette école-là, mais nous avons eu le monde entier
C'est le monde entier qui s'est assis ici devant nous, que ce soit des pays africains ou que ce soit d'Amérique du Nord, que ce soit d'Europe. Nous avons même eu l'une des premières leçons, c'était justement sur la question du copyright, c'était le docteur Soo-kyung qui nous venait de Incheon en Corée du Sud. Voilà. Donc l'idée c'est de dire, vous êtes africain, on vous donne un cycle, un niveau de performance international, mais vous devez être ancré sur vos racines. Je sors du Maroc, j'y étais, je suis rentrée mardi. Quand vous voyez la majorité des ventes, c'était le Ciel, le salon international du livre de Rabat. Quand vous voyez la majorité des ventes, c'était les livres en amazien et en arabe. L'amazien, c'est la langue locale, le berbère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Marocain qui vient de Fès consomme d'abord en amazien. Il ira consommer en français après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire tourner d'abord l'économie locale. Il va faire tourner l'économie locale. Quand on va rentrer ici au Cameroun, quels sont les ouvrages qui sont au programme scolaire? Vous pensez qu'il n'y a pas une économie derrière tout cela? Quand on va aller à la boulangerie, vous allez acheter du pain. La farine, elle est produite où? Elle est produite au Cameroun? Non, vous l'achetez. Quand vous allez partir, aujourd'hui, toutes les femmes font des bouillons, des cubes ou bien des pâtes panzani et tout. Panzani, c'est une société camerounaise. Combien d'argent rentre dans les capitaux camerounais à la fin de la journée quand vous donnez, je ne sais pas, 400 francs le paquet ou 500 francs? Ça, ce sont des questions justement auxquelles les Africains doivent se poser parce que la question de l'identité culturelle n'est pas qu'une question théorique, théologique même. C'est une question qui va jusqu'à votre porte-monnaie parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit ici dans le débat. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, et je chuterai par là, à faire 3 choses. Première chose, dans chacune des actions que je commets, où est l'être africain? Comment est-ce que je me montre au monde? Moi, par exemple, je vais difficilement mettre des perruques parce que j'estime que je ne vais pas enrichir les Brésiliennes. Vraiment, si même il y avait des perruques avec des femmes noires là, il y en a encore qui ont de très longs cheveux, elles coupent, je dis oui, au moins c'est mes sœurs que je vais enrichir. Ce sont mes sœurs. Les filles qui font des rastas, au moins c'est fait ici à Douala, à Bonabéry d'ailleurs, il y a plein d'entreprises. Ce sont eux que je vais enrichir. Pourquoi? Parce que là, je vais faire tourner mon économie, je vais lutter contre le chômage local et je vais en plus de cela faire participer à ma culture. La deuxième chose, c'est que la culture, c'est une industrie. On parle beaucoup des industries culturelles, mais on n'en parle pas assez ici en Afrique. Nous avons d'ailleurs un très beau livre qui a été justement commis par l'un de nos membres du conseil scientifique, le professeur Jules Assoumoua, en collaboration avec 11 chercheurs de 11 pays africains différents. Comment transformer la culture en argent? Vous pensez que la tour Eiffel, qui est à la base une longue tige qu'on a dressée, produit moins d'argent que les timbres postaux en France? Non, la tour Eiffel, le Trocadéro, c'est toute une économie qu'il y a autour. Au-delà des restaurants, il y a tout un tourisme et un écotourisme qui se fait autour justement de ce monument-là. Ça, c'est de l'industrie culturelle. Un autre exemple, Hollywood aujourd'hui produit plus d'argent aux États-Unis que le pétrole américain qui est au Texas ou bien au sud ou au centre des États-Unis. C'est de la culture. Alors comment se fait-il que l'Afrique, qui a justement cet héritage de 330 000 ans là, n'arrive pas à traduire ces 330 000 ans en une force, mais aujourd'hui comme une faiblesse? C'est justement ça ici que nous faisons ici à la Fondation Afrique Avenir International. Nous avons par exemple dans la 4e grande école, qui est l'école justement en charge de l'innovation, des inventions et les innovations, sciences et techniques, inventions et innovations, un forum africain des inventeurs et des innovateurs. Ce forum africain actuellement a 16 pays parce qu'il a 3 assignations. La première assignation, identifier les inventions. Les Africains créent mais les gens ne le savent pas. Il y a un petit garçon ici à Mabanda qui vous a sorti un groupe électrogène à partir de l'eau de robinet. Mais qui est au courant? Vous savez ce qui va se passer? Si vous, là, les Africains, vous ne lui donnez pas de la force, c'est-à-dire vous investissez pour qu'il développe son prototype, il va vendre son brevet aux Américains. Et demain, vous allez dépenser votre propre argent pour pouvoir acheter ça, alors que c'est un enfant de Mabanda qui a sorti ce prototype. Ça, c'est un exemple simple. Aujourd'hui, on vous parle des wax hollandais. Les Hollandais ont le wax depuis quand? J'aimerais bien le savoir. Mais c'est eux aujourd'hui qui sont les premiers au niveau de la chaîne de consommation en termes de bénéfices de ce produit. Ça, je crois qu'il y a quand même un problème. Donc, ce forum-là, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se crée en Afrique? Qu'est-ce qui a été créé? Déjà, vous avez pu voir
cette magnifique exposition qui avait d'ailleurs été montée avec le concours du docteur Moubeke et l'équipe de la Fondation Afrique Avenir International. Qu'est-ce qui se fait en Afrique? Comment est-ce qu'on peut créer une synergie? Parce que ce qui s'est passé lors des différentes rencontres du forum, c'est que beaucoup faisaient des choses qui étaient complémentaires, mais chacun travaille de son côté. Ça, c'est un problème africain. Chacun travaille de son côté. Alors que l'intérêt, justement, c'est de dire que, voilà, si moi, je suis au niveau de la chaîne de production de la matière brute, qui peut la transformer ici sur mon continent? Et vous allez vous rendre compte que le prix de revient du produit à la fin, si on vous dit peut-être vin de pastèque, je parle du vin de pastèque parce que c'est un produit que je connais très bien, big up à monsieur Bibi, qui est un jeune qui fait de l'excellent travail justement, voilà, le vin de pastèque. Si tout est produit localement, vous verrez que même à la caisse, ça va jouer. Ça va jouer sur votre pouvoir d'achat. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est pour ça que les synergies entre inventeurs et innovateurs sont très importantes. Maintenant, le troisième point, c'est de créer du lobbying parce qu'il faut aller à la labellisation. Quand vous allez en France, moi, j'ai eu la chance d'aller en France très tôt, étant fille de diplomate. Quand vous allez en France, vous avez ce qu'on appelle les AOP et les AOC. Appellations d'origine contrôlée et les appellations d'origine protégée. Pourquoi? C'est pour protéger le savoir-faire local. Protégeons notre savoir-faire. Nous avons un savoir-faire qui date depuis 330 000 ans. Il faut le valoriser. Et pour ça, ça passe d'abord par une rupture de paradigme dans nos têtes. C'est-à-dire que je ne me sente pas moindre parce que je n'utilise pas, je sais pas, Roger Cavaillès et que j'utilise peut-être mon gel cuit ici que nous vendons d'ailleurs à la fond de mon gel cuit qui me donne d'ailleurs une très belle peau et Roger Cavaillès qui a été conçu pour le Locoderm ne m'ira pas forcément, que je ne me sente pas diminuée par rapport à ça parce que c'est quand j'achète aussi ces produits que je leur donne de la force. Donc c'est toute une chaîne que nous mettons en avant et je vous recommande vraiment de pouvoir participer à cette formation à ces formations de l'Institut universitaire de la Renaissance africaine parce que nous avons également des formations pour les professionnels, des diplômes de qualification d'une semaine, de 3 mois, voilà, et dès cette rentrée-ci, vraiment, vous verrez les différents liens auxquels vous pourrez nous contacter, vraiment, venez y participer parce que il y a énormément de choses en Afrique, mais il serait nécessaire et urgent que les Africains s'en rendent compte. Avant qu'on arrive à ce niveau-là, j'ai 2 questions. La première question, ça met ici école doctorale, PhD et master. Si la personne qui regarde cette vidéo, si c'est un jeune bon, étudiant, on a beaucoup d'étudiants, mais prenons quelqu'un qui n'a peut-être pas le niveau licence ou maîtrise, est-ce qu'il peut participer à ça? Parce que ça met carrément école doctorale. Hein. Alors, l'avantage quand on a un institut universitaire, c'est qu'on ne va pas se fermer qu'au master et au doctorat. Si vous voulez des formations continues, ce sera un master et un doctorat. Maintenant, j'ai parlé des formations, ce que j'ai appelé des formations qualifiantes et des formations diplômantes. C'est-à-dire que dans les formations qualifiantes, vous pouvez avoir un séminaire d'1 semaine. Vous voulez juste avoir une certification, avoir une capacité ou une connaissance très précise dans un domaine. Par exemple, nous avons des collaborations avec plusieurs groupes justement de producteurs locaux. Voilà comment transformer peut-être tel produit selon une méthode ancestrale qui a été travaillée, aujourd'hui. Comment attacher des foulards. Voilà, vous pouvez avoir ce type mais ça va être des choses très courtes. Voilà, vous avez votre formation, vous avez votre attestation. Maintenant, au-delà de ça, nous avons également des formations qualifiantes. C'est-à-dire que là, généralement, ce sont des séries de 3 à 6 mois. Nous avions, par exemple, une formation que nous avions proposée sur de-escalation of conflict. Je vais aller en anglais, sur la déprogrammation des conflits. Justement, parce qu'on se dit, en contexte africain, nous avons la question de la guerre asymétrique. J'affronte non pas une armée, mais des gens qui sortent. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je parle à ces gens? Comment est-ce que j'associe par exemple les autorités traditionnelles, les autorités locales pour pouvoir justement aider à guérir ces peuples-là? Donc ça, ce sont des formations qui vont être maintenant plus longues de 3 à 6 mois et qui seront là, c'est-à-dire que ce sera à la fois pour les cadres, mais également pour tout le monde qui se sentira intéressé par la formation sans nécessairement avoir un cursus intellectuel. Est-ce que pour soi intéressé, il faut comment entrer en contact avec l'Institut? Alors l'Institut universitaire a un site internet, iura@africavenir-international.org. Voilà, dans le site, vous pourrez avoir différentes informations. Sinon, nous avons un numéro. Je dirais plus 237 695 55
98 44. Je répète, c'est le 695 55 98 44 plus 237, toujours avec l'indicatif. Est-ce que c'est juste pour ceux qui sont au Cameroun, disons si quelqu'un aux États-Unis aimerait Aux États-Unis, c'est un numéro qui est WhatsApp. Okay. Donc ça veut dire que vous pourrez également nous écrire par WhatsApp. Mais est-ce qu'ils pourront bénéficier des formations, c'est ce que je veux dire. Si. Ah, ce que je n'ai pas mentionné et qui est aussi intéressant, c'est que la Covid, selon les appellations, nous a rendu un gros service. C'est que quand nous conceptualisions l'IURA, nous n'avions pas pensé aux formations en distanciel. Mais ce qu'il faut dire, c'est que 2 des rencontres, par exemple, du Forum des inventeurs, se sont faites en distanciel. C'est-à-dire que l'essentiel de tout ce que nous proposons, même comme conférence actuellement, se fait toujours en format mixte. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont assises en salle, mais il y a des liens justement pour permettre à quelqu'un qui est assis même à Washington ou bien à Ottawa ou à Pretoria de pouvoir suivre la formation. Autre avantage, c'est les langues. C'est les langues, c'est-à-dire que la Fondation Afrique à venir, très tôt justement, a eu cette approche multilingue. C'est-à-dire que autant nous pouvons publier en français et en anglais, qui sont quand même des langues véhicules un peu standards, autant nous intégrons également l'apprentissage des langues africaines, ça c'est aussi quelque chose à dire, mais aussi la langue allemande, par exemple, qui peut s'ajouter, et peut-être par la suite, nous sortons du Maroc, nous envisageons également l'arabe, parce qu'il y a aussi toute une grosse communauté, même noire, qui est de ce côté-là. Donc, il y a cette formation multilingue. Ça peut être en direct comme ça peut être en différé, parce que ça, c'est aussi important. Vous pourrez avoir des liens Zoom et des liens Google Meet pour pouvoir les prendre. Docteur, vous avez l'air de connaître beaucoup le contenu de trucs. Est-ce que vous êtes une des formatrices? Vous êtes une des... Bon, disons que j'ai fait partie depuis la première heure, justement, de la conception de ce programme, dans la mesure où, en fait, l'idée du Prince Coumba Ndombé III et du conseil scientifique, c'était de se dire, eux, ils ont été formés par ce principe. Ils savent mieux que nous qui sommes même leurs enseignants, qu'est-ce qu'on attend, en fait, quand on est dans ce cursus-là. Ça fait que certaines des choses, par exemple, qui étaient dans notre programme qu'on voulait rectifier, nous, on les a mentionnées ici, on disait non. Ici, il faudrait que, par exemple, si je suis à Bertois ou si je suis à Saint-Melima et que je suis allée peut-être rendre visite à ma famille et qu'il y a des pluies et que je ne peux pas voyager, je dois toujours pouvoir suivre le cours. Par exemple, le côté online, ça, c'est vraiment, c'est notre génération qui a apporté toutes ces innovations-là. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que les jeunes attendent aussi de cette Afrique-là, qu'ils rêvent aussi. Qu'il leur fasse, qu'il les fasse aussi rêver. Donc c'est un petit peu pour ça que c'est un peu aussi en partie un bébé que je partage. Et maintenant vous comprenez pourquoi elle est là. Vous sentez la passion et je trouve qu'il y a beaucoup de pragmatisme. J'aime beaucoup cet aspect parce que très souvent ça reste un peu trop dans l'abstrait et c'est très difficile de comprendre les notions de pourquoi se rattacher à son africanité, ça sert à quoi, en quoi ça aide l'économie, l'argent, ok. Comment est-ce que ça garde l'argent dans nos poches, et je trouve que c'est formidable, quoi. Une dernière chose par rapport au point que vous venez de soulever, c'est un souvenir que je vais partager avec les internautes. Alors, quand nous avons une autre formation de méthodologie, justement de la recherche avec les nouveaux paradigmes de la science, c'était avec le professeur Grégoire Biogo, et je me souviens qu'à la fin du séminaire, il m'avait posé une question. Il m'a dit, j'aime bien le titre de ta thèse, mais j'aimerais qu'on aille un peu en route. Il m'a dit, tu vois cette dame-là qui vend son call box. Si à la fin de tes travaux, elle ne voit pas comment est-ce que ce que toi, tu dis avoir fait dans tes recherches très, très scientifiques, dans sa vie, comment ça va impacter sa vie positivement, tu as raté, tu as échoué. Parce que c'est ça l'objectif de la science, c'est d'être pragmatique. On ne va pas juste pérorer en donnant de très beaux termes. Oui, c'est vrai, ça fait joli. Et ça donne l'air francophones. Voilà, ça donne l'air intelligent. Encore, voilà, les francophones. Parce que quand vous allez avec le Ghana, le Nigeria, ou même quand vous travaillez avec les Allemands, là-bas, c'est vraiment la praxis. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on veut savoir tout ce que tu as dit, ça apporte quoi. Et c'est pour ça que c'était très important, justement, à chaque fois de toujours donner les assignments, c'est-à-dire voilà, les consignes. Voilà, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on gagne à avoir dépensé de l'énergie à faire telle ou telle chose. Et je pense que, personnellement, moi, je n'ai pas regretté la transformation à la fois de la personne que je suis devenue, parce que concrètement, ma vie, en fait, elle est changée. Ce n'est pas juste mon intellect.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais jamais choisir Milka par rapport à Chococam dans une étagère d'un supermarché. Pourquoi? Parce que je sais au moins que bon, Chococam, à la limite, ça fait vivre un foyer camerounais quand je l'achète. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont des éléments parfois qu'on néglige, mais qui sont des éléments de tous les jours qu'on pourrait appliquer à nos enfants et parler à nos enfants de l'Afrique. Faites-les rêver avec l'Afrique, vraiment. Merci beaucoup, docteur Ekobina. Yep. On va chuter avec le docteur Moubeke. Ouais. Pour qu'il conclue le tout. Moi, à date, en tout cas, j'ai compris que le grand changement viendra justement des institutions privées. On vous a donné un exemple bien précis ici. S'il vous plaît, allez faire un tour de ce côté. Je serai l'une des premières consommatrices de vos formations, ça c'est sûr. Merci. Disons que Dr. Moubeke. Nous avons parlé de changement de paradigme, c'est-à-dire nous avons sorti du paradigme posé par l'Occident et réactualiser notre paradigme. Et c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la création de l'Institut de la Renaissance africaine. Cet institut a donc pour but de remettre notre réalité, la réalité africaine, au cœur des curricula. Et le but ultime, c'est pas de remettre la réalité pour la remettre. Le but ultime, c'est de permettre la formation d'un nouveau leadership. C'est-à-dire des chercheurs, des savants enracinés dans les réalités africaines. Et la rentrée de cet institut de la Renaissance africaine, c'est octobre 2023. On vous donne rendez-vous. Donc, nous vous donnons rendez-vous. Et tout le monde, mon caméra m'a lâché. Oui. Tout le monde peut joindre. Vous n'êtes pas obligé d'être juste au Cameroun. Vous pouvez être aux États-Unis, en France. Faites un tour de ce côté-là. Il y a un numéro WhatsApp que le docteur Ekobina a donné tantôt. Écrivez-leur, vous avez des questions. Soyons, pour ceux qui sont parents en tout cas, soyons ceux-là qui vont donner la connaissance à leurs parents. Est-ce qu'il y a des enfants d'un certain âge peuvent faire partir de certaines formations sur... Oui, disons que à côté de l'Institut, la Fondation Africa Avenir a une grande bibliothèque, la bibliothèque chez Cantal pour nous sommes là, et cette bibliothèque a 3 sessions, la session recherche, la session jeunesse et la médiathèque. Et au niveau de la session jeunesse, nous donnons tout ce qui est formation pour les enfants. C'est-à-dire, le but de la session jeunesse, c'est l'enracinement culturel de la jeunesse. Dès le plus bas âge. Dès le plus bas âge. Puisque la Fondation Africa Avenir, c'est une mastodonte, il n'y a pas que la bibliothèque, il n'y a pas que l'Institut, il y a une pluralité de programmes. Et nous invitons donc le public à venir à la découverte de la Fondation Africa Avenir et partant de l'Institut. Je rappelle le numéro, plus 237 695 55 98 44. Super. Mais merci beaucoup pour votre temps à tous les deux. C'est nous qui vous remercions. C'est un plaisir de vous faire passer sur la chaîne, franchement. Je ne suis pas sûre que les gens se rendent compte à quel point ils sont chanceux de vous avoir sur la chaîne. Là maintenant, au-delà des discours, je pense qu'on a une solution qu'on a offerte aux gens. Et donc c'est ça quoi. Quant à vous dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de ça, mais surtout prenez le temps de partager la vidéo. Okay? Et de mettre beaucoup de pouces bleus. Beaucoup de likes. Et partagez la vidéo aux membres de la famille. Plusieurs fois, nos vidéos sont retrouvées dans les groupes familiaux WhatsApp. Continuez à le faire, c'est comme ça qu'on éduque. Si vous n'avez pas l'argent pour suivre les formations, vous n'avez même pas l'énergie, parce qu'on se connaît, certains d'entre vous là. Prenez au moins ça, balancez dans un groupe WhatsApp. Ça va sûrement servir 1 ou 2 personnes dans votre famille. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out les gars, bye.